Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté, vous avez maintenant l'habitude. Encore un numéro un petit peu spécial. Aujourd'hui on va recevoir donc Thomas de chez Asus. Je vous avais lancé à l'intermédiaire de tweets et aussi par l'onglet communauté quelles sont les questions que vous aviez envie que je pose donc à Asus, et Thomas va pouvoir donc nous répondre. Donc on va faire un petit point aussi sur l'évolution d'Asus, sur les nouveaux produits, sur donc ce jeu de réponses questions qu'on va avoir. Mais on va pas trop perdre de temps. Comme d'habitude, on se retrouve juste après le petit moment sponsor et comme ça, on peut démarrer assez promptement. À tout de suite. 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows X, je valide. Et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux donner la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Eh bien, nous voilà. Bah écoute, Thomas, je te remercie d'avoir bien voulu accepter cette invitation avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait le plaisir est partagé. Bah écoute, oui, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas la première fois que je reçois donc des marques sur ce canapé, à distance, hein, parce que tu n'es pas là physiquement. Je rappelle que je suis relativement pas à côté, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est bien de répondre à cette invitation parce que la communauté est relativement assez curieuse et on doit admettre que ça fait quelques temps déjà, même quelques années maintenant on pourrait dire, que Asus a le vent en poupe. Est-ce que tu pourrais nous confirmer ça, dis-moi? Oh bah oui, là-dessus Asus, on n'a pas du tout, tout se passe bien pour nous en tout cas. On reste une marque très présente en France sur le marché en tout cas. D'ailleurs Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je travaille chez Asus depuis avec tout le monde pour développer un peu le hardware en France. Ce n'est que l'aboutissement, on va dire, de toutes ces années où on s'est démené pour faire des projets intéressants pour la communauté, que je me retrouve devant toi aujourd'hui. Alors effectivement, il y a eu des collaborations, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais été VU à l'époque. Donc c'est vrai que là-dessus, en termes de communauté, on sait très bien, ça a déjà été remarqué, je l'ai déjà vu beaucoup sur les commentaires, que Asus investit aussi bien financièrement qu'aussi bien en termes de matériel, aussi bien en termes de temps, auprès pas mal, même historiquement auprès de Asus. Donc j'ai fait quelques petites notes et n'hésite pas à me dire si je me trompe Thomas, d'accord? Bien sûr. Asus est un acteur majeur des composantes périphériques, je pense que tout le monde l'aura remarqué, mais aussi en matière de PC portable. Un gros secteur de PC portable, alors nous n'allons pas en parler parce qu'on est plutôt une chaîne hardware et Thomas d'ailleurs est dans la section hardware, mais il faut reconnaître que en matière de PC portable, c'est aussi un des gros acteurs du marché. Et pourtant, qui connaît le créateur d'Asus? Son histoire de la création de la société 1989, donc par 4 ingénieurs. Alors je vais certainement très mal les prononcer, mais il y avait T.H. Tung, Ted Utsu, Yen Asia et MT Lia. Ça va? Ça a été Thomas dans les prononciations? On va dire oui. Le siège social est à New Taipei à Taïwan. Donc il fabrique particulièrement beaucoup de cartes mères, beaucoup de cartes graphiques, les ordinateurs portables comme on a pu le dire bien évidemment. À l'origine, Asus était donc fait par 4 ingénieurs taïwanais qui étaient issus d'une autre marque, c'était d'une marque qui s'appelait Acer. Donc c'était un autre géant de la tech de l'époque, forcément. Sur le T9, l'informatique est avant tout l'affaire des Américains. IBM, Apple, HP, Compaq et Dell. Mais Asus se positionne pas comme un concurrent de ces fabricants d'ordinateurs. À ses débuts, elle a été un fabricant de cartes mères qui gagne rapidement une solide réputation de fiabilité et de performance. De quoi élargir sa gamme de composants, PC, cartes graphiques, cartes son, lecteur graveur, disque dur, aussi routeur et un large spectre portable. Et depuis donc 2 décennies, Asus c'est ici dans le top 5 mondial des PC fixes et portables et la première place en France. Asus poursuit sa diversification dans les années 2000 en pénétrant dans le marché des tablettes puis des smartphones, donc le Zenfone et le ROG Phone et même des montres connectées. Alors ça, je ne savais pas qu'il y avait des montres connectées de chez vous, tu pourras me confirmer ça, j'imagine. Oui. C'est la Vivo Watch. Tout à fait.
Exactement. Encore des vidéoprojecteurs, tout en adressant de manière spécifique le segment de PC gaming via la marque ROG Republic of Gamer. Alors j'ai bien entendu un petit peu tout concentré, hein. On a fait un peu court. Je me suis pas trop trompé, Thomas, dans l'historique en tout cas? Non, non, pas de souci, tout est en règle. Donc on se rend compte que finalement c'est une marque qui a une trentaine d'années aujourd'hui. Donc c'est une marque faite par des anciens ingénieurs de chez Acer, qui à l'époque était et toujours maintenant, comme dit Thomas, dans le haut level de la distribution mondiale, bien évidemment, beaucoup aussi en termes d'entreprise, beaucoup de PC portables. Donc ils se sont mis ensemble, ils ont monté cette société-là pour à l'époque faire plutôt de l'assemblage, de la sous-traitance. Et à un moment, ils se sont dit, on y va. Et j'ai appris que Asus, ce sont les dernières lettres du nom de Pegasus, donc de Pégase. Et ils ont voulu retenir ça. Peux-tu me confirmer cette information, d'ailleurs, de Pegasus? Oui, oui. Asus vient de Pegasus. C'est tout à fait ça. Et le fait d'avoir commencé à Asus, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, pour se lancer sur le marché, en ayant un nom de marque commençant par la lettre A, la marque remontait obligatoirement dans les classements par ordre alphabétique, en fait. Très très malin. C'est voilà, effectivement, on est historiquement une marque de cartes mères, de cartes graphiques, de composants informatiques, d'ordinateurs portables, de smartphones. Mais la grande évolution qu'il y a eu ces dernières années, et à laquelle moi et mon équipe on participe, c'est ça. C'est toute la gamme de périphériques et de claviers, souris, qui sont de plus en plus développés chez nous, qui marchent de mieux en mieux, et qui sont en termes de qualité vraiment au niveau de ce que peut proposer une autre grande marque de périphériques. Donc on est très très content en tout cas de se développer là-dessus, et on devient de plus en plus important en tout cas sur ce marché. Alors une petite question, d'ailleurs on va en profiter, on va bien entendu répondre à vos questions. Ce type de claviers sont classés chez qui? C'est du ROG? Oui. On va rappeler juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 grandes gammes. On a la gamme Prime, c'est un petit peu ce qui est moins cher, mais ça reste quand même qualitatif en rapport qualité-prix, c'est ce qui est le plus abordable. Ensuite, on a la gamme TUF exactement. Mon bon français, ça va être du TUF, qui elle, c'est du qualité-prix, c'est-à-dire que c'est une gamme à prix moyen, et pourtant ce sont des produits durables. Je vous l'ai souvent conseillé d'ailleurs. Et ensuite, on a la haute gamme qui est ROG. D'ailleurs, oui, TUF, les gens se demandent toujours ce que ça veut dire. Est-ce que toi tu sais ce que ça veut dire TUF, TUF? Alors je l'ai su, TUF. ROG c'est Republic of Gamer et TUF c'était je ne sais plus. C'est tu vas nous dire ça? C'est Republic of Gamer, donc République des Gamers, et The Ultimate Force, TUF, pour Asus The Ultimate Force. C'était une gamme qui était pensée avant tout pour la robustesse. Voilà. Là où ROG était beaucoup plus toute option bling bling avec du RGB. Republic of Gamers, ça a été la marque qui a vraiment lancé la mode du RGB, avec tout ce que ça a de trendy, on va dire, à l'époque quand c'est sorti. Et TUF était une alternative plus sobre, avec un bon rapport qualité-prix. Et effectivement, la gamme Prime pour les cartes mères et dual en carte graphique est quelque chose de plus, on va dire, simple, de produit un peu plus épuré et basique. La gamme de claviers qu'on a, c'est avant tout du TUF Gaming pour certains de nos produits et du ROG. On a beaucoup de diversité en ROG, beaucoup de tailles de format, du full size, on a du 96%. On est d'ailleurs une des rares marques à proposer du 96%, on a du 60%, on a maintenant du low profile, on a des claviers custom, on a été la première marque en France en tout cas, grande marque gaming. Custom? Donc oui, ce que je demandais, c'était vraiment du vrai custom, parce que moi, je suis pas du tout un spécialiste des claviers, le périphérique c'est pas exactement mon domaine, alors, je pense que vous le savez déjà, mais je sais qu'il y a une école du custom, et généralement j'ai jamais qu'il y avait Asus qui était dans l'école du custom, en tout cas auprès des claviers. Bah, c'est plus qu'en fait, on sait qu'on est une marque, avec ce clavier, le ROG Azoth, on cible pas les gens qui sont déjà dans le custom en fait. On sait qu'il y a une demande en tout cas en termes de qualité pour des claviers hyper customisables, hyper personnalisables, où on peut changer les switches avec du hot swap, avec de la lubrification dans le bundle du clavier. Donc c'est pour ça qu'on l'a livré en fait avec un kit directement dans la boîte du clavier, qui permet en fait de s'initier directement au clavier custom, c'est-à-dire avec un kit de montrer comme ça. Hop. D'accord, ok. Donc tu as la petite pince, tu as la petite graisse. Exactement.
tu peux changer les switches, mais du coup, en gros, tu peux changer les switches, par exemple, si tu veux du Cherry, si tu mets du Cherry, ça accueille tout, on est d'accord. Okay. Il y a juste une limitation en termes de compatibilité au niveau du RGB à tenir compte. Oui. Et vous avez également en QR code, vous avez un QR code dedans, il vous donne des tutoriels vidéo. Donc c'est-à-dire que vous avez des vidéos que vous pouvez regarder pour apprendre en fait à nettoyer votre clavier, à les démonter. On fournit également donc tout ce qui est pinceau, pince et également de la Kritox, du lubrifiant pour Switch d'excellente qualité. Oui. Donc en fait voilà, on lésine absolument pas sur le bundle, mais on sait très bien que les personnes qui sont déjà dans le monde du custom n'ont pas besoin d'un préassemblé. Mais en revanche, quelqu'un qui se sent encore intimidé par le monde de qualité custom, avec en plus quelques features intéressantes comme un petit écran OLED par exemple pour afficher des stats, ce genre de choses que tous les customs n'ont pas. Voilà. D'accord, alors on laissera bien entendu à l'appréciation des qualités de custom à ceux qui s'y connaissent. Moi je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas il y a une volonté donc de chez vous de pouvoir donc augmenter votre gamme de claviers, votre gamme de périphériques aussi, donc avec les souris. Et est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que vous allez avoir plus de gamme en micro, en casque? Alors, pour ce qui est des casques, on va avoir effectivement des choses qui vont arriver bientôt. Il est temps de rafraîchir aussi notre gamme de casques. Récemment, donc niveau microphone, vous m'entendez là avec le Carmix, qui est notre micro de stream. C'est celui-là qu'on voit. Voilà, c'est celui-là. Je vous le montre. D'accord. Que j'ai setup d'ailleurs tout à l'heure, en fait, juste avant le call. Je me suis installé, j'ai branché tous mes périphériques, le câble, directement tous les drivers de tous mes périphériques facilement directement depuis mon PC. Sans avoir à aller directement sur les pages pour installer les drivers et tout. Donc tout s'est fait de manière... Avec Armoury Crate. Tout s'est fait uniquement de Armoury Crate, tout à fait. Alors très bien, parce que justement tu nous parles d'Armoury Crate, on va commencer par la question numéro 1. Quand est-ce qu'on va avoir un peu de mise à jour visuelle auprès de... Vous voyez que c'était pas hyper stable, pas hyper fiable, faut aussi le reconnaître. Il y a eu beaucoup d'améliorations, où est-ce qu'on restera? Et si oui, plus ou moins sur quelle période de l'année? Alors, Armoury Crate, c'est RGB, parce que certes, beaucoup de gens l'utilisent pour ça, mais ça permet de mettre à jour les pilotes, ça permet périphériques, que ce soit même des microphones. Il fait beaucoup de choses, donc ça prend du temps forcément à mettre à jour. On est au courant des besoins d'améliorer l'interface. Ça viendra en termes d'interface pour Armoury Crate. Ah, cool. Pendant ce temps-là, on essaye à chaque fois d'améliorer la partie performance et la partie stabilité, parce qu'il faut voir que pas Armoury Crate, notamment sur un ordinateur portable, sur un PC fixe, tout est géré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soft pour les périphes, un soft pour la carte graphique, un soft pour la carte mère et les composants, le boîtier, un truc pour le synchronisation RGB. Vous avez tout en un. Oui, bien sûr. Ça génère... Oui, c'est l'avantage d'Armoury, quoi. Ça génère forcément beaucoup plus de lourdeur qui nécessite d'être optimisé. On travaille dessus. Et en tout cas, on est au courant et on va vous proposer des versions Crate et avoir bien respecté les procédures de mise à jour de périph. Par exemple, pour les souris, il faut brancher le dongle et le câble. Ça marche pas si on ne le fait pas. Certaines personnes savent pas. Mise à jour par câble. Voilà, c'est le câble qui permet de mettre à jour le firmware et le dongle qui permet de faire la communication. Il n'y aura pas de mise à jour si vous ne le faites pas. Donc c'est à savoir. Enfin, voilà. En faisant ça, en respectant bien les procédures et en redémarrant le PC sans souci, normalement. Si besoin, si nécessaire. Généralement, tout se passe bien. Et une fois qu'il tourne bien, pour moi, c'est... forcément, c'est le meilleur logiciel pour toi. Effectivement. En tout cas, comme je dis, il y a quand même eu une amélioration. Il n'y aura pas de parti pris pour une marque ou pour une autre marque. Il n'y aura pas de parti pris pour Asus, forcément. Sachez que c'est pas la première fois qu'on accueille une marque sur la chaîne et on va en accueillir bien d'autres dans le futur, effectivement. En tout cas, en termes de software, je suis quand même content que vous annoncez effectivement quelque chose qui sera... avec une nouvelle interface, parce que c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps quand même d'une nouvelle interface, et ça c'est faire de la RAM. Alors, avant que tu puisses me répondre, parce que je pense que tu vas pas pouvoir répondre à cette question, il est vrai que vous faites quasiment tout. Il est vrai qu'il y a d'autres marques, par exemple le NVMe, il y a des marques qui vont aller aussi un petit peu plus loin. C'est vrai qu'en termes d'hardware, aujourd'hui, vous proposez des ventilateurs, vous allez proposer de l'alimentation, carte mère, carte graphique. C'est là où on vous attend généralement. Quels sont les points bloquants qui vous empêchent aujourd'hui de faire de la RAM ou du NVMe? Je vais complémenter avec du NVMe. On a déjà sorti en fait un SSD en NVMe, vraiment une valeur ajoutée en termes de build plus que de la mémoire, parce que la mémoire c'est des barrettes de RAM avec du RGB avec des effets. Je sais qu'il y a énormément de partenaires, que ce soit G-Skill, Crucial,
c'est pas la diversité en fait qui manque. Déjà ce produit-là, qui est le nouveau Ryujin 3, qui permet d'avoir un système de tubing water cooling avec une pompe de Azetec 8e gen sur un waterblock pour une look custom. Ça, c'est vraiment un produit unique. C'est quelque chose qui se différencie vraiment. Là où effectivement, pour de la mémoire RAM, je sais qu'on a d'autres marques comme Lianli par exemple qui font des boîtiers ROG Certified. On a des partenariats en fait avec d'autres marques. Je pense pas que pour la mémoire ce soit crucial, sans mauvais jeu de mots. C'est le cas de le dire. Ce soit le plus important. Donc on sait que ça sera pas différenciant et qui font que quand vous montez un PC, vous avez un PC ROG, là où effectivement des barrettes de RAM au final seront supportées et vous avez déjà plein de diversité de types de mémoire sur le marché. Je l'ai jamais vu passer ce produit-là. Si on l'a en quelques images, j'essaierai, ou Alex essaiera de vous le montrer effectivement. Mais je trouve ça quand même dommage en termes de contraintes d'aller finalement ailleurs. Je veux un PC ROG, j'ai les moyens de me faire plaisir. Forcément, comme ROG, c'est une gamme un peu plus chère. Il peut avoir donc le boîtier, on est d'accord. Il peut avoir la carte graphique qui est visuelle, la carte mère qui est visuelle, son moyen de refroidissement qui est visuel. Et dessus, en plein milieu de votre matériel, il y a quelque chose qui, alors le NVMe, non, hein, mais la RAM restera donc entre guillemets entièrement ROG. Bah, finalement, on se retrouve avec une autre marque qui est greffée par-dessus. Peut-être que ça viendra, je t'en prie. Je n'ai pas dit que ça n'arrivera pas. ROG, par exemple. Nous avons le Helios, qui est le premier boîtier qu'on a sorti. Nous avons le Hyper 102 de la gamme Tough Gaming, qui est le boîtier Aquarium. Nous avons le GT301, qui était son prédécesseur. Nous avons BTF. Le A21 BTF et le AP201 Micro ATX Prime BTF. Ça fait 6 boîtiers. Donc, je pense que petit à petit, on y réfléchit. On a fait un test avec ce SSD. On a vu ce que ça donnait. Il faut voir aussi si c'est un produit qui a vraiment, moi je veux vraiment différent. Le SSD, c'était sa performance extrême. Il faut que cette RAM, elle soit unique. Voilà. Et quand on aura trouvé la bonne formule, je pense qu'on sortira quelque chose de bien. Mais en tout cas, moi, ça me paraîtrait pas du tout déconnant. Je pense que ça fonctionnerait. Donc, et comme vous êtes une entreprise qui fait forcément du business, pourquoi s'écarter d'un business? Mais ça, je sais que c'est une question qui va suivre, mais on va profiter pour mettre 2 questions. Comment ça se fait que dans la gamme ROG, Dans XT Tough Gaming, donc on propose maintenant des gammes de cartes graphiques blanches. En tout cas, la gamme existe et on va la développer. Enfin, ça, c'est sûr. D'accord. On peut s'attendre, en tout cas, sur la gamme TUF côté... Avec la gamme, par exemple, GT502 qui est sortie en blanc, ça se développe de plus en plus. Je sais également qu'on a sorti notre gamme d'alimentation TUF en blanc, pareil, en 1000 Watt White. Donc ce serait, pour moi, ce serait logique que les cartes graphiques suivent, sachant que c'est quelque chose qui s'est développé. Une configuration blanche, une carte graphique noire au milieu, ça peut un petit peu gâcher. La question annexe à suivi de cette question, et elle est vraie, dans votre gamme ROG, il n'y a que du NVIDIA. Pourquoi? Pas de AMD. Alors, donc au niveau de la gamme TUF et au niveau de la gamme AMD et surtout le fait qu'il n'y a surtout que du TUF, c'est avant tout une qualité-prix. Et d'ailleurs, la TUF à définition, elle a un carénage en métal, elle est excellemment bien finie, elle est très performante, et elle est tout à fait bien positionnée en termes de performance, tout en restant une carte abordable. AMD qui aime bien avoir de l'haut de gamme, donc par exemple ROG, se retrouve un petit peu frustré d'avoir une carte mère ROG, un boîtier ROG, une alimentation ROG, qui vont se retrouver finalement pas avec une carte ROG, mais un utilisateur. Je comprends, mais je pense aussi que la gamme TUF, en termes de carte graphique, en termes de finition, propose quand même d'excellentes fonctionnalités, en termes de qualité de finisseur sur ces cartes-là, que tu as pu tester d'ailleurs. Oui. Donc pour moi, c'est des cartes qui valent totalement leur statut de assez haut de gamme. Je comprends que la marque ROG puisse manquer, mais c'est pas le positionnement qu'on souhaite donner à notre gamme de cartes graphiques AMD. Donc vous, politiquement, en gros, vous avez donc exclu les cartes AMD à ce moment-là pour les modèles haut de gamme, on va dire ultra haut de gamme, et pour AMD... On va donc passer à la question suivante et on va parler maintenant de mini PC. Donc on va parler des NUC. On sait très bien que les gammes NUC appartenaient à Intel et Intel s'en est pas débarrassé, mais c'est délié un petit peu de ce type de produit et ils vous les ont laissés donc par un contrat aussi de confiance, parce qu'il y a aussi un contrat de confiance en termes de qualité, parce que c'est quand même une marque qui a été créée par Intel et maintenant elle va être suivie par vous. Pourrais-tu nous parler des futures déclinaisons de ces... Le lancement est imminent, on va dire, c'est quelque chose qui va arriver là dans les mois qui viennent.
Il y a deux 13 et les NUC 12. Ce sont les modèles qui étaient développés par Intel, qui ont été ça n'a pas changé. NUC 14, c'est la première génération qu'on a vraiment développée nous et qu'on va proposer sous notre nom propre, avec notre propre philosophie. Donc ça, c'est plutôt pour une orientation et un peu de gaming, qu'on pourrait, on va dire, apparenter à ce que pouvait faire Intel à l'époque, NUC Extreme à l'époque. Donc une déclinaison gaming qui va vraiment, elle, être ciblée pour les gamers avant tout, et les gens qui cherchent surtout de la compacité avec forcément là-dessus pas de compromis en termes de performance par rapport au form factor utilisé, parce que on est encore plus qu'un petit SFF, c'est ça? Small Form Factor, on est encore plus petit que de l'ITX, c'est un format à part entière, c'est format NUC, donc vraiment très petit. Mais vous aviez déjà une sorte de partenariat avec Geekom, non? Parce que j'avais déjà reçu des mini PC de Geekom, dont avec des signatures Asus sur le côté, des alimentations Asus. Et donc, en gros, vous connaissez déjà un petit peu ce domaine-là, c'est une sorte de continuité. Alors, il y a deux choses. C'est que Geekom fait ce qu'on appelle des PC powered by Asus. C'est-à-dire que Geekom, de la même manière que peuvent l'être Absolute PC, LDLC, Top Achat, Infomax, Powerlab, enfin, je vais tous les citer pour pas qu'il y ait de jaloux, PC Config, ce genre de boutiques, sont des intégrateurs. C'est-à-dire qu'ils montent des machines à partir de composants à ces intégrateurs des composants, carte mère, carte graphique, boîtier, I/O, idées ensuite par Asus comme étant powered by Asus et sont vendus sur le marché. Geekom en fait intègre ces machines avec du matériel de chez nous, du matériel mini PC, mais ça n'est comme ne nous appartient. NUC, la branche Intel de NUC, est devenue Asus. C'était vraiment la marque, c'est un propriétaire. C'est à nous. Oui, voilà. Vous êtes propriétaire. Ça, j'avais fait un article d'ailleurs, je vous montre un petit peu l'article qui a été fait à l'époque sur le site. Donc effectivement, vous en êtes vraiment propriétaire. Vous l'avez acquis financièrement. C'est tout le savoir-faire. Le but est vraiment de le développer. Voilà, tout le savoir-faire en fait et l'ingénierie de ces gammes-là chez Intel. Il faut savoir que le standard NUC a été ouvert et qu'il va y avoir forcément énormément d'acteurs sur le marché qui vont se lancer dessus. Mais Asus a été l'entreprise choisie par Intel pour reprendre cette branche de chez eux. Et donc là, j'ai pu parler à des ingénieurs aux US pour le lancement justement de la gamme ROM NUC notamment. J'ai pas mal de journalistes qui sont intéressés par cette gamme. Tout est en train de se mettre en place et nous sommes progressivement en train de reprendre en fait tous les contrats d'approvisionnement qu'il y avait auprès des entreprises avec lesquelles traitait Intel. Et on reprend petit à petit la main sur tous ces échanges. Va-t-il avoir une bonne gamme ROG? Actuellement, on a annoncé qu'un seul ROG NUC, peut-être décliné en plusieurs versions avec un peu plus de diversité. Et en même temps, bon, ça paraît normal de diversifier davantage la référence, sa fiche produit et quelques configurations. Mais en fait, pour la gamme NUC, ça crée une complexité qui n'est pas adaptée en fait au marché du grand public et qui est beaucoup plus adaptée pour tout ce qui est de NUC. Mais à ce moment-là, si tu proposes une gamme ROG, donc report, ok. Alors là, ça, je veux bien que si tu en reçois une, qu'on puisse tester ça ensemble parce que je vais essayer. Alors la question suivante, c'est une question qui peut un peu fâcher. Donc il y a eu un coup dur il y a quelques mois en arrière au sujet des derniers processeurs et avec Gamer Nexus. Pour son avis, moi je vous donnerai mon avis derrière, bien évidemment. Alors Thomas, qu'est-ce que c'est que ces problèmes que vous avez au niveau controverse, c'est le mot, sur des processeurs qui se mettaient à brûler. C'est bien ça, hein, et avec un espèce de point chaud sur le processeur qui créait un arc électrique qui faisait qu'il y avait une zone brûlée sur le processeur. Qui faisait chaud, quoi. Et il y a eu tout un random sur le fait que oui, Asus met en danger vos processeurs, tout ça. Il faut savoir que ce souci en fait de point chaud et d'arc électrique sur le processeur ne touchait pas que les cartes mères de chez Asus. C'était un problème qui était présent sur absolument tous les fabricants dans le processeur en termes de consommation, et c'est quelque chose qui a été patché au niveau BIOS. Après, il y a eu des BIOS patchés pour empêcher ce type de dysfonctionnement chez tout le monde. Le problème étant que les cartes mères utilisées par les testeurs au niveau mondial, les journalistes, en majorité, c'était des cartes mères Asus. Et donc en fait, comme Asus de base a comme réglage de maximiser au maximum possible les performances du processeur, simplement en mettant des réglages qui vous donnent à vous l'utilisateur le maximum de performance de la puce, on a dit c'est Asus qui a fait des problèmes. Sauf que non, c'est quelque chose qui est fait absolument chez tout le monde, mais comme Asus était majoritaire sur les plateformes de test, c'est nous qui avons été pointés du doigt. Mais c'est pas un problème spécifique à ce que nous, on ne soit absolument pas responsable de ça d'un point de vue individuel.
Donc effectivement, et ça je peux vous le dire parce que c'est vérifié auprès de ma chaîne. Quand la chaîne a commencé à démarrer, forcément on essaie de contacter un petit peu les marques, et les marques, ça va dépendre un petit peu des marques pour avoir pas du tout la même réponse. Il y a des marques qui vont être beaucoup plus frileuses, et Asus est quand même relativement plus ouverte à ça en disant tu as besoin d'une carte mère pour faire un essai ou quoi que ce soit, généralement tu la reçois. Alors bien entendu, si tu as 50 abonnés, ça marche pas, hein Thomas? C'est évident. Si c'est juste un prêt, ça peut s'arranger, mais effectivement, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais en tout cas, effectivement, du fait que les testeurs, que ce soit donc en France ou que ce soit dans d'autres pays, je peux vous le confirmer que d'ailleurs c'est pareil en Espagne et c'est pareil au Portugal. Donc la majorité des testeurs fonctionnent sur des cartes mères Asus. Pourquoi? Tout simplement par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc effectivement, en tant que testeur, d'autres problèmes sur d'autres cartes ensuite, et qui a un patch général de BIOS sur toutes les cartes. La bonne question, j'ai envie de te poser maintenant, c'est pourquoi il y a eu ce problème électrique? Parce que c'est ça qui finalement est intéressant. Je saurais pas dire vraiment techniquement ce qui a causé le problème, mais ça a sans doute à voir avec la consommation et la chauffe de ces processeurs, qui peut forcément être modulée par le BIOS, et que en mettant à jour le BIOS et en calmant un peu les ardeurs du processeur en termes de consommation électrique, ça semble régler le problème. Donc il s'agissait simplement d'un mauvais réglage, je pense, qui a été corrigé assez rapidement. Oui. On rappelle qu'à cette époque-là, et au moment du lancement de ces processeurs-là de chez AMD, l'un des plus grands responsables de AMD avait dit à l'époque 95 degrés, c'est normal. Donc, effectivement, il suffisait de dépasser quelques degrés au-dessus et puis on tapait plus de 100 degrés. C'est bien quand même de remettre les pendules à l'heure, et j'insiste bien, c'est pareil aussi pour les autres marques. On rappelle aussi une chose, c'est que ce soit du côté Intel ou que ce soit du côté AMD, les fabricants n'inventent rien. Ils ont une ligne de conduite et il y a des passages de faïence, mais c'est comme une histoire de socket. Le socket, il est fourni par Intel, il est fourni par Nvidia avec des dimensions bien spécifiques. Voilà, et vous le mettez en place. Et c'est pareil pour MSI, c'est pareil pour Gigabit, ASRock, c'est pareil pour tout le monde est rangé à la même enseigne. Nous allons passer donc avec une bonne question, ça va être la carte pour les overclockers. Les cartes mères et l'informatique en général ont beaucoup de points communs avec, je pense, le monde de l'automobile en termes qui se positionnent différemment. En informatique, c'est un peu la même chose. La Apex, elle a été conçue à la base, certes pour les overclockers, mais pour être au sommet de la performance. C'est la carte qui ne fait aucun compromis sur ce point-là de la performance. La Maximus Extreme va faire aucun compromis sur l'équipement. Rockstrix va proposer une gamme ROG plutôt bien équipée, sans forcément faire beaucoup d'overclocking, mais capable d'overclocker des processeurs. Moi-même, j'ai une carte mère Strix qui overclock mon processeur et pas de problème. Tough Gaming a bon rapport qualité-prix, et Prime des produits simples et efficaces qui vont droit au but. Mais je me mets à la place d'un acheteur qui aime Asus, qui aime la marque, qui va acheter une carte mère à la performance extrême, un acheteur de voiture qui veut se prendre une très belle voiture, est-ce qu'il va prendre uniquement un moteur avec des roues? Je ne suis pas convaincu. Excitant, vraiment, si je puis dire, par rapport à une carte mère ultra bien équipée et qui propose des performances au top. J'en veux pour preuve aussi qu'un overclocker qui va peut-être acheter sa carte mère Apex, certes 600 €, et effectivement je sais qu'il y a eu des prix qui ont augmenté au niveau des cartes mères en général, que c'est devenu un peu cher effectivement, mais à côté de ça, il va forcément biner ses processeurs. Il va acheter énormément de Core i9, il va acheter des Core i7, il va acheter des puces haut de gamme, il va acheter une RTX 4090, il va prendre des composants chers. Et il va les biner, il va faire sélectionner la meilleure puce. Si c'est vrai qu'on peut biner sa carte mère, c'est moins décisif en fait. Donc, avoir cette carte à un public trop niche, là où une Apex ou une Ferrari, une grosse fortune, qui a envie de se faire plaisir. Voilà. Alors moi je vais donner l'avis de l'atelier, qui ne tiendra qu'à l'atelier bien évidemment. Moi je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui fait que de l'overclocking, même s'il doit biner, alors qu'est-ce que c'est que biner? Biner tout simplement c'est que lorsque vous faites de l'overclocking, je vous l'avais déjà expliqué sur plusieurs numéros, à chaque fois que vous achetez 2 fois le même processeur, par exemple 2 14900, vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes performances. Parce qu'en fait, on y parfaite que d'autres, donc vous allez voir donc, dans vos multitudes de corps, des corps qui vont plus chauffer que d'autres. Et quand vous arrivez à avoir des processeurs qui vont avoir un maximum de cœurs parfaits, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cœurs qu'il faut chauffer plus que d'autres, qui vont être vraiment tous au vert, entre guillemets, bon ça s'appelle un gold. Donc d'ailleurs, quand vous l'avez, on dit que vous avez gagné à la Silicon Lottery. Pour ça, forcément, il faut en essayer des processeurs. Donc effectivement, c'est un sport qui coûte très cher,
effectivement, mais il y en a que par exemple, ils en achètent que un. Ils vont acheter qu'un seul processeur, ils vont l'overclocker, et là je suis d'accord avec toi, c'est que si quelqu'un aime overclocker son processeur, qui veut aller un petit peu plus loin, qui va pas biner, il aura toute la technologie pour pouvoir le mettre dans son PC, dans sa tour. C'est ça. Mais une carte mère qu'on appelle Apex, qu'on met sur une table de bench, ce n'est plus une carte mère qu'on met dans une tour. Tout à fait. Il va falloir dissocier overclocker de NVMe, enfin, ils auront tout ce qu'il y a besoin actuellement pour avoir un bon PC. Par contre, ceux qui vont aller un peu plus loin et que justement ceux qui vont biner, ils vont pas biner dans une tour, ils vont biner sur une table de bench. Faut m'expliquer, mais pour moi, personnellement, je dis encore une fois, Thomas, ça n'appartient qu'à moi cette réponse, ça ne sert strictement à rien. Avoir 3 NVMe, ça ne sert strictement à rien, etc., etc., bien évidemment. C'est pour ça que... Donc je trouve cette question légitime quand même. Je réponds. Je pensais pas que tu allais répondre, c'était ma fin, mais je te laisse répondre, vas-y, c'est intéressant le débat. Non, c'est pour ça qu'on a une gamme et qu'on a créé Rockstrix, c'est que quelqu'un veut forcément avoir, par exemple, acheter une Apex avec un mauvais kit de limité. Moi, je considère la Apex comme une carte mère de bench, mais pas que. Elle se limite pas à ça aujourd'hui. Voilà, c'est une carte qui s'adresse aux overclockers, au public historique de Rogue, qui sont des overclockers qui cherchent la performance, mais également aux gens qui souhaitent un très beau moteur avec une très belle carrosserie. Et c'est là où on diverge un petit peu, toi et moi. Des années en arrière, qui avait beaucoup moins de features par-dessus, qui étaient aussi moins chers. On parlera un petit peu de prix sur la fin de la vidéo, bien évidemment. Mais aujourd'hui, en tout cas, je peux tout à fait comprendre cette question extrême, l'extrême, la Maximus extrême exactement, qui elle est remplie de features, qui a vraiment tout ce qu'il faut. L'avis, bien entendu, de l'atelier, ça ne marque que moi, c'est effectivement essayer de standardiser peut-être du côté Asus ce côté overclocker, entreprise qui est là aussi pour gagner de l'argent, effectivement, comme toutes les entreprises au monde. Pour moi, il y a un peu celle qui serait avec un petit peu moins de fioritures autour. Je comprendrais ce choix-là, en tout cas. Oui. Ouais. Alors, question suivante. Alors, Thomas, la question suivante. Quand est-ce qu'on va avoir qu'il y a de la TUF? On connaît les duals. Justement. Les primes, elles sont où? Justement. Dual parce que double ventilateur. Mais il est vrai que quand tu achètes une carte TUF ou une carte ROG, tu sais écrit ROG, c'est écrit TUF, et là, on ne voit pas apparaître donc le prime. Donc, ça peut se comprendre. Mais tu nous confirmes qu'effectivement, ça fait bien partie de la même gamme. C'est ça. Alors, question suivante, Thomas, c'est la question qui fâche. Les pépettes. L'argent, les pesetas, les dineros, des prix un peu plus aberrants depuis déjà quelques années, Asus ou autres, j'insiste bien. On sait bien que les prix des cartes graphiques, ça va dépendre de AMD, on sait bien que les prix des cartes graphiques, ça va dépendre de chez Nvidia, mais lorsqu'on prend par exemple des prix de cartes mères et qu'on voit l'explosion, c'est en moyenne, moi j'ai noté, c'est entre 10 et 15% tous les 1 an et demi, 2 ans, quand c'est une génération de cartes mères, c'est entre 1 et 2 ans. Donc là, on a vraiment ces gaps-là. Donc effectivement, si tu remontes à 5 ans ou 6 ans en arrière, ça commence à chiffrer. Il y avait de la Wi-Fi, oui, justement, c'était les dernières features de l'époque, et pourtant, on était quand même sur des gammes qui étaient quand même moins onéreuses. On s'est aperçu aussi, donc je rajoute, bien entendu, je complémente encore la question, on s'est aperçu qu'il y a eu un avant et un après Covid, c'est-à-dire qu'avant Covid, les prix étaient déjà, il y avait déjà une augmentation, mais était quand même moins forte. Il y a eu la période du Covid où toutes les entreprises d'hardware ont énormément vendu, ont fait des chiffres, régalés à faire un peu de jeux vidéo, je peux tout à fait le comprendre. Et après, post-Covid, forcément, les ventes n'étaient pas les mêmes, et pourtant les prix ont continué à augmenter. Alors, je parle de marques qui sont cotées en bourse d'ailleurs. Quand une année, ils ont fait 1000 € de bénéfices, il faut que l'année suivante, ils fassent 1100. Mais quand vous sortez d'une période comme le Covid où il y a eu énormément de bénéfices et que l'année dernière vous rendez Asus, ce sera pareil pour tous les autres et même des marques comme Corsair qui ne font pas de carte mère ni de carte graphique. C'est pareil un petit peu pour tout le monde. Donc effectivement, je voulais quand même remettre les jalons, repositionner un petit peu le contexte économique. Et effectivement, les prix ont relativement augmenté. Et ton sabre, ton bouclier, j'ai les gants box, ils sont là. Vous avez 3 gammes. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Vous avez quand même une gamme Prime, qui est une gamme moins disante. Vous avez une gamme. Peux-tu comprendre ce type de question et peux-tu comprendre que quelqu'un qui n'a pas forcément autant les moyens ou qui a exactement d'ailleurs les mêmes moyens qu'il y a 5 ans, aujourd'hui se retrouve avec un PC moindre? Et peux-tu comprendre ça et comment la marque l'explique aujourd'hui? Comme tu as bien fait, Luce est une marque premium, ça c'est sûr. Et on positionnera toujours notre offre
sur le standard de qualité et de fiabilité. Et je pense qu'Asus, au fil des années, certains petits incidents de parcours, il y a une régularité, en fait, il y a une constance dans la qualité des produits, cette volonté de tenter des choses. C'est aussi l'ADN aussi de la marque. Ça n'est pas que proposer un tarif ultra bas. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut un tarif ultra bas, de la même manière que quelqu'un qui veut une carte d'overclocking avec juste un moteur et pas de roue, ou juste oser Asus au grand public en tout cas. D'accord, donc tu as quand même plusieurs gammes de prix. Bien sûr. La gamme Prime est quand même relativement beaucoup plus intéressante en termes de prix pour des petits budgets. Bien sûr, et je tiens aussi à signaler qu'aujourd'hui, pour du gaming, je pense que Jitchio ne contredira pas là-dessus, aujourd'hui les processeurs, aujourd'hui même les cartes graphiques, on va dire globalement, sont devenus aujourd'hui, j'ai envie de dire obèses. C'est-à-dire que les performances qu'on a aujourd'hui dans un Core i5 ou dans un Ryzen 5 sont absolument démentielles par rapport à ce qu'elles étaient il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, pour faire du gaming en Full HD ou en 4K, c'est plus nécessaire de partir sur des Core i9 forcément. Tout à fait. Un i5, ça fait le taf. i5 fait le taf. Donc, il y a eu effectivement une inflation des prix sur le haut de gamme et Asus se positionnera toujours sur le haut de gamme. Nous sommes la marque du sommet. On aura la Apex. Tu parles d'Asus ou tu parles de ROG? Là, je parle de ROG pour le sommet. Asus, parce qu'il y a Republic of Gamer et Asus. La vraie marque gaming d'Asus, c'est Asus TUF Gaming. C'est Asus, ça n'est pas Republic of Gamer qui est eux. Bon, c'est la même entreprise, mais la philosophie de marque n'est pas la même. C'est un autre segment. Voilà, c'est ça. Asus TUF Gaming, c'est le bon rapport qualité-prix, c'est ce qu'on propose avec TUF. Prime, c'est des produits qui sont là pour répondre aux besoins des gens simples, sans fioritures, être vraiment aller à l'essentiel. TUF Gaming étant le rapport qualité-prix, ROG étant le sommet, forcément nous, quand on parle de notre gamme ROG, on va parler de ce qui se fait de mieux. Et c'est vraiment notre porte-étendard, c'est là qu'on va afficher le meilleur des performances. Oui, c'est votre fer de lance. Voilà, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on communique sur ce qui se fait de mieux, sur le reste de la gamme n'est pas intéressante. C'est juste que c'était pas nous, c'est pas notre philosophie. C'est tout. Alors je vais mettre quelques jalons dans ce que tu viens de dire afin de bien détailler ton information. Il y a ROG, on est bien d'accord, Asus ROG, parce que tu nous disais Asus, on est l'élite ou le haut, donc tu parles bien d'Asus ROG. Alors, premièrement. Non, donc, c'est justement, c'est qu'en fait, c'est ça la nuance, c'est que aujourd'hui l'entité gaming ROG haut de gamme est Asus TUF Gaming et Asus Prime. On a un peu le gaming, mais plus lié à la bureautique. Tout à fait. Ensuite, on a la gamme TUF, qui est 100% gamer. Oui. Donc vous la placez, donc avec une. Ensuite, vous avez donc la gamme ROG qui est scindée en deux. ROG Strix, qui est gaming haut de gamme. Oui. Et après, ROG Extreme, qui est ROG classique. Entre guillemets. ROG classique. C'est le ROG Extreme, c'est le ROG classique. ROG Strix, donc en fait. Le haut du panier, c'est le ROG classique. C'est ROG, tout simplement. C'est ROG. Et en dessous, c'est ROG Strix. Par exemple, je vais donner l'exemple des laptops. D'accord. Les gens connaissent les laptops. On a le ROG Zephyrus, par exemple. Donc, Republic of Gamer Zephyrus, qui est le top de la gamme. Et en dessous, nous avons les laptops ROG Strix. ROG Strix G Series, par exemple. C'est la même chose. Qui connaissent un petit peu votre gamme, et les gens qui s'introduisent maintenant, qui ont les moyens de s'acheter un PC et qu'avant ils s'intéressaient pas, c'est un peu confus quand même. Hein. On est bien d'accord que c'est quand même beaucoup de... Ça informe mieux le consommateur sur ce qu'il achète. Oui, mais il faut les connaître. C'est pour ça qu'on a fait un naming différent. C'est pour ça que TUF Gaming a une identité, a une couleur, a des finitions et des choses particulières qui le différencient. C'est pour ça que Prime a sa couleur à lui et que ROG, effectivement, il peut y avoir une confusion. Une confusion entre ROG et ROG Strix, effectivement, quand même. Mais ça se retrouve aussi sur le positionnement tarifaire. Par exemple, là, je sais qu'on a sorti la nouvelle gamme d'écran, les Strix S. On a sorti donc une gamme d'écran Strix S, XG27 ACS et UCS, qui sont des écrans 27 pouces, 4K et 1440p, à des tarifs hyper attractifs. Et ça, c'est des produits qui sont en train d'arriver. On a notamment un 27 pouces, donc le ACS 1440p, à 350 €. Ce sont des tarifs qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ROG. Et c'est justement parce qu'on veut garder Republic of Gamer en haut de gamme que ROG Strix vient se positionner en dessous, juste à ce niveau-là. On rappelle quand même que la question première était une histoire de prix, de coût.
Bien sûr. Donc ta réponse à toi, c'est qu'aujourd'hui, en gros, en tout cas sur la gamme Rogue, pas ce P, c'est ce que tu expliquais avec l'intermédiaire donc de la Ferrari comme exemple, mais que du coup, c'est là où moi je rebondis, quand tu prends de la teuf et quand même teuf finalement quand même a monté de prix, pareil entre 10 et 15%. J'ai pas trop surveillé la gamme Prime. C'est pas 1x2, mais oui, effectivement. Par exemple, la gamme TUF aujourd'hui, les carénages sont tout en métal. J'ai envie de dire presque qu'aujourd'hui, acheter une TUF en termes de finition et d'équipement, une TUF Gaming d'aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une Rogue d'il y a quelques années. C'est pas négligeable aussi le gain qu'il y a eu en termes de qualité des matériaux. La gamme de cartes graphiques, pareil, TUF Gaming. Tu sauras, tu me contrediras pas là-dessus. Ils ont fait une carte 100% en métal. Et pas de plastique, il n'y a pas un pet de plastique sur le carénage. Elle a des caractéristiques et des finitions d'une carte ultra premium. Pour une teuf, j'ai trouvé ça assez ambitieux. Effectivement, ça se paye, mais ça n'est pas au niveau, on va dire, de ce que peut demander Rogue en termes de positionnement et en termes de service. Et t'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Comme tu sais, j'ai démonté beaucoup de cartes, que ce soit vos autres en cartes graphiques, bien évidemment, c'est ce que je fais à chaque fois, aussi bien les vôtres que celles de la concurrence. Comment ça se fait qu'en tout cas sur les cartes Nvidia, peux-tu nous parler de quelque chose ou peux-tu juste pas du tout nous en parler par rapport aux nécessités que le BIOS implique sur ce type de carte? Alors, as-tu une réponse ou pas du tout? Je ne sais pas. J'ai pas de justification d'un point de vue ingénieur, mais d'un point de vue utilisation, je sais en tout cas que quand j'en vois par exemple gérer, je ne citerai pas pour pas créer de problème, mais de rédaction, voilà, qui je m'entends bien, qui a testé une 4080 Super d'une autre marque, que je ne citerai pas. Et les performances n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le refroidissement de la Strix était tel que la puce arrivait à booster et à stabiliser sa fréquence au maximum, tout en maintenant des nuisances sonores très basses. Là où l'autre... En clocking ou en classique? Pardon? En overclocking? On joue à quelques pourcents. On est d'accord que ça peut être considéré comme négligeable par certains. Mais ça fait partie, en tout cas... ça peut être la puce. Hein. Ça peut être le die, ça peut être la puce. Non, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des puces différentes. Mais parce que lui, il avait des soucis de température aussi dessus. Donc en fait, c'était ça. C'est qu'en fait, la fréquence, elle était en dents de scie, en fait. Le système de refroidissement, que ce soit chez toi, que ce soit chez Gigabit, que ce soit chez MSI, des 4090 en particulier, est surévalué. Voilà. Il suffit de voir que c'est un système de refroidissement qui est capable, ça, lorsque tu l'as overclocké, assez rapidement, et pourtant était quand même refroidir en air cooling avec 3 slots et demi, d'ailleurs suivant les marques. Donc on a un système de refroidissement qui est surévalué. Je profite que tu sois là parce que c'est pas une question qui est forcément liée à Asus, comme je dis bien, c'est toutes les marques. Moi, c'était une carte, la 4090, qui pouvait aller plus loin, mais finalement, comme ils n'ont pas réussi à avoir une stabilité sur un nombre de modèles idéal, eh ben, ils ont demandé à tous les fabricants de baisser leur BIOS pour quand même consommer moins. Et du coup, le système de refroidissement était déjà en usine, était déjà fabriqué, donc il fallait les calquer, il fallait les mettre. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même des systèmes de refroidissement qui sont relativement surévalués. Ce que tu nous dis là, c'est que tu me dis pour 2 modèles égaux avec un autre fabricant égal. Alors, si on ne connaît pas le fabricant, c'est difficile de juger. J'ai pas dit que les 2 modèles étaient égaux. J'ai dit simplement que sur... Donc 2 4080. 2 4080 Super. Oui. Donc 2 modèles égaux. Mais pas sur le refroidissement. Enfin, 2 modèles. Pas sur le refroidissement. Donc voilà. Oui, mais comme je connais pas quel est le modèle de la concurrence, voilà. Ce que je dis, c'est que suivant le modèle de la concurrence, ça peut changer beaucoup. Tu vois. Je sais, puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'airflow peut-être de la carte. Il y a le boîtier. Je sais, on connaît pas les conditions de test. Bien entendu. Mais ce que je sais, c'est qu'avec la Strix, techniquement, il n'y a aucun problème. Effectivement, c'est surdimensionné, mais à partir du moment où les boîtiers ont la place de l'installer, en soi, pourquoi pas. Mais je comprends que ça puisse poser problème. Et on a sorti après la version ProArt. On était les premiers, je crois, justement, à sortir une édition slim. Plus slim que certaines slim d'autres fabricants. C'est 2,5 slots, mais en termes de finition, la carte ProArt, elle est sublime. Je l'ai tenue entre les mains. Oui, tout le monde. Je l'ai testé. Voilà, elle est noire laquée. Elle est très bien. Elle est très belle, très très propre. Elle est slim surtout. Voilà, elle est slim. Elle est slim. Elle est slim. Alors je mettrai ici un petit lien où j'ai fabriqué justement une console, donc quelque chose qui a la forme d'une PS5 où dedans j'ai réussi à mettre ce type de carte. Surtout qu'à l'époque, je crois qu'MSI venait tout juste de sortir leur slim. Elle était encore plus slim que leur slim. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut quand même reconnaître. Et on voit de la matière de ces caloducs, de chambre à vapeur ou pas de chambre à vapeur, fait que même sur un système, que des fois des gros systèmes de refroidissement. Là, on peut justement
en avoir la démonstration avec ces cartes. Bon, je savais très bien que tu pouvais pas forcément bien me répondre là-dessus. Pour les gens, je comprends que ce soit quelque chose qui est... Mais c'est lié à toutes les marques, Thomas. Hein. Je sais, mais c'est justement pour ça que c'est quelque chose où j'ai pas forcément toutes les réponses, mais je sais qu'en termes d'utilisation, par rapport à moi, ce que j'en expérimente, Etrix a fait la différence sur certains des tests. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais comme elle est apparue sur les 2 réseaux sociaux et que je l'ai vue sur plusieurs exemplaires de questions, elle n'appartiendra ni à MSI, ni à Asus, ni à l'IA, ça va appartenir plutôt à AMD, à Intel, à Nvidia, là où il va y avoir des processeurs. Dis-moi, vas-y, je t'en prie. En soi, l'IA existe déjà depuis longtemps sur nos produits, j'y pense là, mais que ce soit une version plutôt proche des bons réglages. Donc c'est un outil qui apprend et qui optimise en temps réel en fonction des inputs qu'il a. C'était les prémices, hein, mais ça existait déjà il y a très longtemps. Et pareil au niveau du sonore, maintenant avec nos cartes mères qui ont AI Mic, exemple. Donc, oui, ça mais là on parle de software. Voilà, justement. Mais au niveau des utilisations, effectivement, tout ce qui est hardware. Voilà, on implémente déjà pour de l'optimisation, mais en termes des nouveaux usages, effectivement, ça n'est pas le rôle d'Asus, en tout cas de fournir ces outils-là. Nous, on fournit la base matérielle pour les exploiter. Alors effectivement, donc tout ce qui sera IA proprement dit, avoir des corps dédiés à l'IA, des Tensor Core par exemple au niveau d'NVIDIA, ça sera tout ce qui aura un processeur, une puce en tout cas. Donc ce sera Intel, AMD, Nvidia bien entendu. Et bien entendu que effectivement, je n'avais pas pensé, effectivement il y a de l'IA un petit peu partout. Enfin, c'est pas ce type de fabricant qui va pouvoir le proposer. En tout cas, pas aujourd'hui, pas à ma connaissance, mais effectivement vous proposez en tout cas ou vous vous servez déjà de soft, donc avec des modèles d'apprentissage. Donc qu'est-ce qu'il nous disait au début? Donc c'était dans les BIOS, vous avez de l'IA, donc vous allez mettre votre processeur, il va scanner le processeur, il va le mettre en température, ce qui va tester chaque corps, et d'ailleurs il va noter le processeur. La notation des processeurs sur carte mère d'ailleurs dans le BIOS, d'ailleurs c'est vous les premiers. Je suis même pas sûr d'ailleurs que j'ai vu d'autres fabricants le faire. Non, parce que c'est une technologie de chez nous. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. J'avais omis ça, excuse-moi. Ça fait partie Incroyable. aussi, ça fait partie de ce qu'on disait sur le Asus qui tente des choses. Asus qui n'est pas là que pour faire des produits au rabais, essaie d'innover, qui essaie d'apporter quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, appuyer sur un bouton et avoir un gain de 5, 10, 12, 15% de performance sur un processeur, c'est très appréciable. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose, j'ai pas envie de dire que ça met à la retraite les overclockers, parce que on a besoin de ces overclockers pour justement faire des crash tests sur nos cartes, essayer de pousser au maximum, vraiment faire que l'innovation avance et qu'on puisse arriver. On est une boîte d'ingénieurs, on n'est pas une boîte, on dit souvent Asus c'est du marketing, mais il faut savoir qu'Asus avait énormément en recherche et développement. Je crois que, alors j'ai pas les pourcentages exacts, mais je sais que énormément des bénéfices sont réinjectés en R&D. Et nous sommes une boîte d'ingénieurs. On a été fondé par des ingénieurs et on a gardé une politique ingénieriale. Une trame. Voilà, une trame d'ingénieurs. On n'est pas là ici uniquement pour coller des stickers ROG. C'est pas vrai. Pas vrai. On est positionné ROG sur le très haut de gamme et le toute option. C'est vrai. Mais ça sert à faire avancer l'industrie. En tout cas, notre gamme sert à proposer des choses nouvelles. Alors, on va bientôt clore parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble. On essaie de condenser un petit peu. Je voudrais juste terminer sur une 5e gamme qu'on n'a pas du tout évoquée et qui me tient à cœur cette fois-ci. Ça va être la gamme ProArt. Oui, bien sûr. On a parlé de TUF, on n'a pas parlé de la gamme ProArt. Alors pourquoi ça me tient forcément au cœur? Vous savez très bien que quand je fais des benches de processeurs, des benches de cartes graphiques, je mets toujours un côté professionnel. L'année dernière, j'ai fait une énorme vidéo qui a mis des semaines et des semaines à être montée, d'avoir testé une dizaine de processeurs sur une dizaine de cartes mères et essayer donc des rendus vidéo afin d'optimiser quel est le meilleur combo afin d'avoir la meilleure machine pour les monteurs vidéo entre guillemets ou pour pouvoir faire de l'animation 3D. Et d'ailleurs, ça va être bientôt la prochaine édition et je vais d'ailleurs aussi pouvoir vous essayer donc à travers une gamme de chez ProArt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer ça, mais en tout cas ProArt c'est une gamme qui est dédiée à la profession, donc mais beaucoup entre guillemets bien entendu lié au montage vidéo, au photoshoping d'images. Cette gamme emporte avec elle du boîtier, de l'alimentation, du moyen de refroidissement, de la carte mère et de la carte graphique. C'est quand même plutôt pas mal.
avec aussi une belle gamme étendue d'écrans, donc des écrans, des moniteurs pour les professionnels qui sont déjà donc étalonnés avec les bonnes couleurs. D'ailleurs, justement, je vais en recevoir un. Alors, ça sera pas avec toi, ça va être avec ton collègue. Oui, c'est Gabriel. Oui. Tout à fait. Pour pouvoir essayer ça, donc des machines, j'en ai déjà essayé. Donc cette année, je vais essayer donc ces combos-là. Vous donner un petit peu donc mes ressentis avec plusieurs types de fichiers, plusieurs types de rendus, plusieurs types d'encodeurs, bien évidemment. Mais la grosse nouveauté, c'est que je vais pouvoir la première fois essayer ce type de moniteur aussi visuel, voir s'il y a un vrai gap. Est-ce que ça vaut son prix? Parce que forcément, c'est des gammes professionnelles, c'est plus cher. Pourquoi Asus, contrairement à d'autres marques qui se sont uniquement consacrées donc au gaming, à la bureautique, mais qui se sont plus du tout occupés de cette section-là professionnelle. Vous, non seulement vous l'avez faite, mais en plus vous l'enrichissez tous les ans. Donc pourquoi cette directive-là, s'il te plaît? Moi, je pense que tu as utilisé le mot approprié, tu as dit le mot enrichir. Parce que c'est ça en fait. C'est effectivement, si j'ai eu le cas effectivement récemment avec un collaborateur avec qui on a monté une machine pour ses besoins professionnels. Donc vous aurez la vidéo bientôt, je ne spoil pas, ou en tout cas si elle est sortie, je vous mettrai le lien, qui est un créateur vidéo, du coup, n'est absolument pas fan de tout ce qui est RGB, tout ce qui est lumineux, et voulait quelque chose de très sobre. Mais aujourd'hui, il y avait un manque sur le marché. Le seul moyen d'avoir des PC très sobres, c'était de prendre des ordinateurs préassemblés, pas forcément très jolis, très bureautiques, pas forcément de la qualité et du niveau de ce qu'on pouvait attendre d'une machine intégrée, en tout cas d'un PC ROG simplement, ou d'une machine chez un de nos intégrateurs ultra haut de gamme. Et penser des composants et penser un design pour les professionnels, pour ces gens qui ont des besoins d'être plus sobres, d'avoir du silence, d'avoir de la performance aussi, ça dépend. Un truc tout bête, mais sur le châssis, tu verras sur le châssis du boîtier ProArt, il y a un loquet qui permet de bloquer le bouton d'allumage, qui permet simplement que, ça c'est une feature qu'on voit rarement, qu'on voit pas chez d'autres boîtiers gaming traditionnels. Ça permet d'éviter par inadvertance que quelqu'un appuie sur le bouton extinction allumage et donc fasse couper le PC en plein milieu. C'est clair, voilà. Au bout de je sais pas combien d'heures de montage, ça peut effectivement avoir du mal. Là, on a pensé le produit, on s'est dit de quoi les pros ont besoin. Le boîtier, par exemple, il a des roulettes à l'arrière. On reparlait des roulettes des ordinateurs Apple, mais nous, elles coûtent pas cher les roulettes. Hein. Boîtier. C'est pas 75 € la roulette quand même. Non. Non, ça va. C'est inclus. Mais du coup, ça permet de faire rouler le boîtier. Les prises d'air en dessous sont plus larges, donc ça permet d'avoir plus d'air. Il y a un mode turbo qui permet d'avoir 2 ventilateurs de 220 en front. Ils font c'est une turbine le machin. C'est bruyant, mais ça n'est utile que quand on veut de la performance maximale. Donc on fait zéro compromis. Au monde d'un rendu. Voilà, quand on veut un rendu, qu'on s'en fiche, qu'on va se prendre un café, on fait le truc à fond, on lance le machin, on revient, c'est fini, et il n'y a pas eu de souci. Voilà. Carte graphique, pareil, on l'a faite en mode compact, parce que certains besoins professionnels doivent les stacker un petit peu, ont besoin d'en avoir plusieurs. Ça permet aussi de laisser passer davantage d'air frais, ça évite d'occuper l'espace. Donc tout ça, c'est des produits qu'on a dû penser pour les besoins des pros. Autre chose, le boîtier, il a une LED, un détecteur infrarouge, qui s'allume, en fait, il y a une petite LED avec le petit détecteur qui avertit l'utilisateur quand le filtre à poussière est encrassé. Ça permet d'anticiper, en fait, le fait que le flux d'air soit mauvais. Ouais, c'est des super options. Et du coup, hop, on doit un petit coup de balayette. Qui n'existe pas dans le monde du gaming. Voilà, ça ne se fait pas. Les gamers ont peut-être moins besoin d'avoir à tout prix le flux d'air. Si, ils en auraient autant. Non, je trouve qu'ils en auraient autant besoin. Mais bon, au moins c'est pensé pour les pros, mais on en vient à cette histoire. Ça peut décliner. On en vient à cette histoire. Asus apporte des choses. Donc, si les gamers veulent un détecteur de poussière sur les boîtiers, ça n'appartient qu'à nous et à l'équipe ici en France de faire remonter cette info au siège. J'ai déjà eu, à titre personnel, des retours de testeurs de cartes mères sur des BIOS, notamment quand c'est early, qui m'ont dit j'ai un truc, ça arrive, hein, kit de RAM qui fonctionne pas parce que ça c'est mon kit de RAM traditionnel, il n'était pas dans les QVL. Moi j'ai un accès directement à la BU carte mère, je leur ai dit voilà le problème qu'on a, voilà ce qui marche pas. En une semaine ils avaient réglé le problème, ils m'avaient dit paf, on a sorti un nouveau BIOS, il peut télécharger. Voilà. Okay. Ça fait partie aussi de cette richesse qu'on a sur le marché d'être un acteur vraiment et pas juste un fournisseur de produits, de vendeurs à la sauvette, quoi. Voilà. Alors, il faut reconnaître et il faut donner à César ce qui appartient à César, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que moi, j'ai connu, au moment où je me suis intéressé à l'hardware, il y a quelques années forcément,
que Asus était dans un niveau qui était avec, je ne vais pas citer de marque en parlant de comparaison forcément, du côté encore plus glamour, surtout pas en tout cas, mais on s'aperçoit que vous avez quand même réussi une com. Faut quand même l'admettre, et qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on me demande de valider beaucoup de paniers, je vois pour ceux qui ont les moyens, effectivement, on voit apparaître quand même pas mal de ROG. Là, il faut le reconnaître. Donc, pourquoi? Donc, ma vision personnelle, c'est que effectivement, vous avez eu une très bonne com, ça, on peut pas le dénier. Vous avez aussi accompagné les créateurs de contenu sur du prêt de matériel. Ça, faut remarquer aussi, c'est que quand un créateur de contenu, mine de rien, même s'il n'est pas rémunéré pour faire du contenu, du fait que les viewers vont garder par exemple sa table de bench et que sur la table de bench il y a une Asus par-dessus, ça veut dire quand même qu'il y a quand même quelque chose de qualitatif derrière autour de ces gammes-là. En tout cas, vous avez une démarche aussi au niveau des gaming, de streamers, du streamer compétitif, de faire comme la semaine dernière un grand event avec Nvidia aussi autour de jeux compétitifs. Donc ça coûte quand même des millions d'euros à l'année, surtout dans un cadre mondial. C'est vrai que vous avez eu cette politique-là, donc c'est des choix politiques. La communication, c'est toujours des choix politiques. Donc il y en a qui vont être plus restreints, il y en a qui vont dire je vais mettre moins de fric dans la communication mais descendre mes prix. Il y a un petit peu tout dans la com. C'est vrai que vous avez énormément misé sur la communication d'une manière vaste et générale, et que là vous avez un vrai retour. On s'en aperçoit. Vraiment, moi en tout cas, je m'en aperçois surtout auprès de mes abonnés, et dès que j'ai une demande de configuration, une demande de validation de panier, elle est là. Soit, donc là, on peut vraiment reconnaître que Asus et Asus ROG aussi, surtout Asus ROG, vraiment en termes de communication, vous avez un petit peu explosé les baromètres, et j'ai l'impression que maintenant vous êtes en train un petit peu de recueillir un petit peu tout ça. Si je résume un petit peu, maintenant vous êtes en train de vous disperser un petit peu plus donc au niveau des périphériques. Je pense qu'on va vous attendre aussi à ces niveaux de périphériques. Moi, je suis pas un spécialiste du clavier, je suis pas un spécialiste de la souris. Par contre, j'aime bien apprécier un bon clavier, un bon souris quand je l'ai sous la main. Forcément. Par contre, je pense qu'on va vous attendre un petit peu plus, parce que je connais un petit peu ceux qui sont un peu pros dans le game du clavier custom, parce que c'est tout un art le clavier custom. Je veux fâcher personne, mais ceux qui sont dedans, pas les contrarier, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je pourrais même pas essayer de les contrarier parce que je n'ai pas du tout leur level. Mais en tout cas, rentrer avec des prix de clavier, parce que c'est pas non plus des prix peu chers, on pourrait le dire entre guillemets. Tu pourras me dire oui, mais derrière c'est qualitatif, certainement, mais on reste quand même dans des tranches de clavier qui sont quand même dans du haut de gamme. Donc, faudra vous attendre certainement peut-être à avoir une contre-attaque, en tout cas, de ces experts-là, parce que ça va falloir que vous puissiez rebondir. Parce que partir de 4 ingénieurs de chez Acer, donc pour faire de la carte mère, est terminé dans du clavier custom. Le monde du clavier custom, j'insiste bien, le monde du clavier tout court a énormément changé entre les anciens claviers de l'ancienne secrétaire de direction de l'époque au clavier aujourd'hui custom, comme on les connaît, mécanique, avec une multitude de switches. L'autre jour, j'ai vu un tableau de switch, va toucher ton switch, mais il y en avait déjà trop. Moi, au bout de 6 switches, je me souvenais plus ce que j'avais fait auparavant, quoi. Donc, vous avez du cran de vous mettre là-dedans. Est-ce que ça va fonctionner? Et c'est là où je veux rebondir, c'est que oui, je crois que ça va fonctionner. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ça va fonctionner. Et je rebondis sur ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, sur la communication d'Asus. Asus a une énorme communication très très forte, voilà, très médiatisé, donc forcément ça coûte des millions d'euros, forcément, mais du fait d'avoir donc cette communication bien maîtrisée, forcément les claviers, je pense, forcément s'ils sont de bonne facture, attention, attention Thomas. En fait, tout ce qui est clavier custom, c'est ce que je disais, c'est que on essaie d'apporter sur le marché du gaming, en tout cas des gamers exigeants, la qualité de ce que peut proposer le monde du custom, mais notre souhait n'est pas de vendre des claviers aux gens qui connaissent déjà le custom. Quelqu'un qui sait se faire un clavier custom et qui va être l'avocat effectivement de la bonne orthodoxie du clavier custom, à la limite on va lui demander son avis. Que penses-tu du produit Profile, notre nouveau clavier plutôt qu'orienté e-sport en low profile, 65% dans un format 60. On va demander aux joueurs compétitifs qu'est-ce que vous en pensez des périphériques à ce niveau-là. C'est pour ça que le Azoth en tout cas est un clavier qu'on peut considérer comme custom, mais le bundle qui est fourni avec s'adresse avant tout aux néophytes. Ok, écoute, sur ces belles paroles, on va signer la fin. Ça fait quand même quelques minutes. Alex va encore se dépêcher à tout compenser. Faut qu'on reste en dessous des 1 heure. Et là, je peux déjà vous dire, on a 1h40 de rush. Donc, on ne sait pas comment va faire Alex, mais on le verra bien sur la fin. Mission failed.
Pas forcément évident, mais en tout cas d'avoir fait confiance à la chaîne, bien évidemment, d'être là présent, donc merci. Voilà, voilà.